Donc rebonjour à tous. Donc je suis Guillaume Brilivel, responsable du département Alerte et Crise de l'ARS Bretagne, son conseiller zonal de défense et de sécurité. Je vais vous parler aujourd'hui, moi, de l'enquête sur les risques majeurs qu'on a menée en plusieurs étapes pour vous redonner les conclusions, les données, les enjeux et les principaux messages qui accompagnent ce travail autour finalement de la constitution d'un panorama, d'une photographie sur les vulnérabilités du territoire face aux enjeux de catastrophes, notamment naturelles, mais pas que. Alors, en première intention, peut-être un rappel du contexte assez rapide. Vous savez tous, évidemment, que le système de santé doit être à tout moment en mesure d'assurer la prise en charge des patients dans le cadre d'une SSE comme au quotidien. L'idée, c'est d'arriver à s'adapter, évidemment, quand une tempête arrive, quand un accident de train survient, s'adapter pour répondre à l'événement tout en garantissant l'offre de soins quotidienne. C'est le mantra des plans Orsan, c'est ce qu'on essaye de bâtir à l'intérieur de cette doctrine depuis maintenant plusieurs années. Et donc, les stratégies essayent d'avancer sur ce message, tout en essayant quand même de garder en mémoire que les différents opérateurs qui composent le système de santé, les hôpitaux comme les maisons de retraite, les professionnels de ville, etc., sont eux-mêmes finalement le problème et la solution, dans le sens où ils peuvent être finalement atteints par des conséquences de l'événement, quel qu'il soit, lorsqu'on parle de situation sanitaire exceptionnelle. Donc, si on veut pouvoir augmenter la résilience globale du système, c'est-à-dire sa capacité intrinsèque à se remettre d'un événement qui va perturber son fonctionnement quotidien, il faut pouvoir davantage mieux connaître les risques et les menaces qui pèsent sur l'offre à un niveau local. Sinon, on ne peut pas s'en prémunir. Il y a une maxime du philosophe romain Sénèque qui disait c'est pas quand le danger est présent qu'il est temps de se fortifier contre lui. C'est trop tard. Il vaut mieux anticiper les choses, éviter de faire l'autruche, justement, pour pouvoir avoir la réalité des conséquences sur laquelle il va falloir travailler derrière, si on veut pouvoir être au maximum efficient face à ces catastrophes potentielles. Donc, partant de ce principe, on a, nous, posé à l'ARS Bretagne une analyse de risque majeur, et je reviendrai sur le terme risque majeur tout à l'heure, à l'échelle de la région, avec l'appui des services du ministère de l'Environnement, la DREAL, pour ne pas la citer, la Direction régionale de l'environnement, de l'alimentation et du logement, lors de l'élaboration du dispositif Orsan. Alors, c'est des sujets qu'on travaille depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, la connaissance des risques majeurs, les bassins de risques sur les territoires, le zonage, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais on a franchi un cap en 2023-2024 pour préparer justement, on va dire, ce panorama des phénomènes qui pouvaient impacter la Bretagne et ses établissements de santé, ses établissements médico-sociaux, ses professionnels de ville. Donc en 2024, on a ensuite, j'y reviendrai tout à l'heure, complété le travail finalement rendu dans un premier temps avec l'ADREAL par une enquête auprès des établissements médico-sociaux pour compléter le diagnostic. Alors, dans un premier temps, je vais revenir sur le travail qu'on a fourni avec l'ADREAL pour que vous compreniez un petit peu la méthode, la manière d'engager en fait la réflexion autour de ces enjeux. Peut-être le premier élément, c'est de vous redire que, évidemment, sur le document complet du plan Orsan, qui contient l'ensemble des plans et des DST Orsan, que vous avez sur le site internet de l'agence, pour ceux qui ne l'auraient pas encore téléchargé. Vous trouvez donc au début du document une synthèse rédigée sur les risques majeurs, qui est un peu une monographie, redisant qu'il y a un certain nombre de risques identifiés sur le territoire, parmi lesquels les érosions, le retrait-gonflement d'argile, les inondations de plaine, les inondations par submersion marine, le risque sismique, même s'il est faible, les accidents technologiques, de transport de matières dangereuses, etc., etc. Donc on fait l'inventaire, de manière un peu littéraire,
de ce qui peut affecter notre région. Et ensuite, en complément, à la fin du document, vous retrouvez une liste d'établissements, d'opérateurs présents sur des communes vulnérables à des risques qu'on peut géolocaliser. Évidemment, on n'a pas pu traiter l'ensemble des risques dits majeurs pour la simple et bonne raison que certains d'entre eux sont difficilement géolocalisables. Une tempête ou une pandémie touche de manière diffuse et sans spécificité locale anticipable le territoire. Donc les résultats des travaux d'analyse qu'on a menés conjointement avec l'Adréal, c'est ces éléments, notamment la liste des établissements situés sur ces communes exposées à un certain nombre de risques, donc géolocalisables. On a comme ça ciblé le risque inondation, le risque feu de forêt et le risque industriel, c'est-à-dire les périmètres d'effets irréversibles pour la santé des usines Seveso. Alors, peut-être m'arrêter très rapidement et ouvrir une micro-parenthèse sur la méthodologie pour faire ce travail, parce que c'est important. On parlait tout à l'heure de risque majeur. La définition qu'on utilise de ce terme, je pense qu'il faut la redonner maintenant, parce que elle nous permet d'avoir un langage commun, notamment avec les autres services de l'État. Quand on travaille avec l'Adréal ou quand on fait un plan de secours sous l'égide du préfet lors de la rédaction des plans Orsec, on utilise un concept qui a été posé par Haroun Tazieff lorsqu'il était directeur de l'Institut des risques majeurs de Grenoble dans les années 90-2000, qui dit le risque majeur, c'est un risque de faible occurrence, normalement, de forte gravité, et qui se traduit en fait par le croisement d'un aléa, c'est-à-dire un danger à l'état brut, avec des enjeux en présence. Vous l'avez peut-être entendu dans la bouche des architectes de l'urgence à BFM TV quand ils sont revenus expliquer leurs actions autour du cyclone Chido à Mayotte ces derniers temps. Donc les enjeux, c'est dans l'ordre, les personnes, les biens et l'environnement. Et le croisement de l'aléa avec les enjeux donne le risque majeur. Et Tazieff disait, un séisme en plein désert, ça reste un aléa. Un séisme à San Francisco, voilà le risque majeur. Vous pouvez transposer dans l'actualité avec ce qui se passe à Los Angeles ou ce qui s'est passé à Mayotte avec le cyclone, et vous avez un bel exemple de risque majeur. Donc voilà la manière dont on pose une représentation collective au sein des services de l'État de ce qu'est le risque majeur, le risque de catastrophe avérée, et qu'on peut dimensionner, spatialiser sur le territoire. La limite de ce travail, vous la voyez sûrement apparaître, c'est qu'il n'est pas possible, je le disais tout à l'heure, de couvrir l'ensemble du champ des possibles. On ne peut pas traiter de la pandémie, c'est diffus. La tempête, c'est pareil. On sait que l'ensemble de la région est concerné. Le risque anthropique d'attentats terroristes, par expression, par définition, il peut intervenir n'importe où. Donc ce n'est pas des sujets sur lesquels on peut réellement anticiper, en tout cas pas de la même manière. Je ne vais pas plus loin dans les détails, mais voilà, ça c'est une limite. Une autre limite, c'est qu'on n'a pas eu la capacité de travailler en deçà de la maille communale. Alors on a essayé, c'est-à-dire qu'avec l'Adréal, on a croisé un ensemble de données réglementaires, notamment pour le risque inondation, tout ce qui existe en la matière, les plans particuliers de risque inondation, de submersion marine, l'atlas des zones inondables, ce que maintenant nos collègues de l'environnement appellent les enveloppes approchées d'inondations potentielles, c'est-à-dire en fait l'agglomérat de toutes les données existantes pour dire à un établissement oui ou non vous êtes confronté à un risque, vous, dans vos murs, etc., etc. Et donc la somme de tout ça nous a permis d'approcher le fait qu'on avait un risque potentiel pour les établissements situés sur ces communes. Mais on n'a pas la certitude, pour une partie d'entre eux en tout cas, que les risques présents sur les communes les exposent, eux, directement sur le plan bâtimentaire. Sur les accès, on est quasiment sûr, mais sur le plan bâtimentaire, on a quelques doutes. Donc cette capillarité-là, cette finesse de la photographie, elle reste à retravailler. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, comme on n'a pas la certitude de la connaissance du risque
X, Y, Z par les opérateurs du système de santé qui y sont exposés, qu'on a pu lister avec l'ADREAL dans notre grande liste, notre grand inventaire à l'après-vert, là, qui est à la fin du dispositif Orsan. Comme on n'a pas la certitude, à cette époque-là, que cette conscience de l'existence d'un danger est débouchée sur une adaptation de l'organisation de là où les structures qui sont exposées, on va décider, au printemps 2024, de lancer une enquête pour compléter un petit peu le travail fourni par les services de l'État auprès des établissements, auprès de vos établissements, pour compléter ce diagnostic. Et avoir ce que j'appelais tout à l'heure, c'est la lecture capillaire, hein, la finesse de regard sur voilà, l'analyse territoriale qu'ont faite ces enjeux, ces risques de catastrophe. Et cette enquête, on va la mener sur 3 niveaux. Il y a eu un premier questionnaire qui a été préparé et adressé aux établissements classés première et deuxième ligne sur au moins un des plans du dispositif Orsan. Un autre questionnaire adressé aux établissements classés posture minimale pour l'ensemble des risques. Donc, on traite de manière un peu séquencée les établissements qui ont un bout significatif de la réponse au SSE, puisque les enjeux sont plus forts. Mais on n'oublie pas pour autant ceux qui doivent se protéger face à l'événement et réorienter d'éventuels flux de patients. Donc on voit que sur la centaine d'établissements, tout type confondu, on a quand même un taux de réponse plus que significatif, hein, qui nous permet d'avoir une puissance statistique assez honorable et des éléments d'appréciation de la connaissance des risques sur le territoire. Donc ça, c'est des éléments, voilà, on y reviendra tout à l'heure, très, très intéressants. Ensuite, on a envoyé un questionnaire côté médico-social. Questionnaire adressé à environ 400 établissements médico-sociaux, pour lequel aussi on a 3/4 des établissements qui ont pu répondre. Alors le chiffre des 400, il n'est pas forcément représentatif. C'est une partie de ceux qui ont des locaux à sommeil avec des populations vulnérables, notamment les EHPAD, les femmes, les MAS, mais ce n'est pas la totalité. Vous voyez bien que le chiffre n'est pas représentatif pour ceux qui connaissent un peu le secteur. Mais ça, c'est un coup de sonde, remis à l'intérieur du secteur pour avoir déjà une première photographie, une première qualité de données pour comprendre un petit peu quel est le degré de prise en compte. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Et puis donc on a élargi l'approche. On n'est pas resté uniquement sur la connaissance des risques majeurs. On a essayé de comprendre quel était aussi le degré de réponse attendu ou préparé au niveau du cœur de réacteur qui est la cellule de crise de l'établissement, de son corpus de règles, c'est-à-dire le plan blanc, vous m'excuserez parce que je vais pas utiliser le terme PGTH SSE, c'est un peu trop aride, le plan bleu ou le futur plan de ville pour les CPTS. Et on a aussi essayé d'éclairer la continuité d'activité parce que il y a aussi de très 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 gros enjeux, notamment sur les risques de rupture de réseau. Je reviendrai aussi sur cette question-là tout à l'heure. Les dernières catastrophes qu'on a pu subir pour la Bretagne, je pense notamment à la tempête Kiran qui fera l'objet de la table ronde cet après-midi, donnent à voir en la matière. On a quand même eu des perturbations significatives sur les réseaux d'eau, d'électricité et de télécom. Ça sera l'occasion cet après-midi justement d'évoquer ces sujets et le docteur Goy reviendra sur une présentation plus complète autour de la continuité d'activité. Alors, s'agissant de la préparation et de l'organisation de la gestion de crise, ce qu'on peut retenir de l'enquête qui a été réalisée, je crois que c'est bon. C'est une bonne anticipation générale de l'ensemble des établissements, leur organisation de crise interne. Les choses sont structurées, on n'en doutait pas. Toutes les cellules de crise hospitalière ou presque existent maintenant. Et on a un fort taux de réponse sur les établissements classés première et deuxième ligne, mais pas que. Vous voyez, 93% de ces établissements et 77% des établissements qui sont classés en posture minimale déclarent avoir constitué leur cellule de crise hospitalière et disposer d'une procédure de rappel connue. À côté de ça, évidemment, on a peut-être un taux de réponse un peu moins élevé pour les établissements médico-sociaux, mais le questionnaire n'est pas le même. On ne leur demande pas évidemment s'ils ont une CCH, et je ne suis pas certain qu'on leur ait demandé s'ils avaient une cellule de crise, mais bien une procédure de rappel.
Et donc, on a quand même 40% qui disent avoir organisé les choses de ce côté-là. Sur le lien avec l'agence en termes d'alerte, là aussi, c'est significatif et assez similaire. La procédure est bien connue globalement par les établissements de santé et par la moitié des établissements médico-sociaux. Peut-être que c'est aussi le moment pour moi de vous rappeler qu'il y a des biais, évidemment, dans l'enquête. Notamment, un des biais, c'est l'incertitude sur la capacité des répondants à pouvoir éclairer l'ensemble de l'organisation, de leur structure. On n'a pas la certitude que la personne qui répond est la mieux placée pour le faire. Peut-être terminer sur cette diapo en vous redisant que sur les établissements de première ligne et deuxième ligne qui étaient interrogés là-dessus, on a un retour plus que significatif parce que 4/5 d'entre eux ont réalisé dans les 2-3 dernières années, j'ai pas la date planchée, mais je crois que c'était 2022 ou 2023 sur la question. Donc ces établissements ont réalisé un exercice annuel en lien avec la cellule de crise. Donc on voit que non seulement l'orga est posé, le cœur du réacteur existe, mais les choses se structurent en termes de formation pratico-pratique, de tests et d'entraînement. Donc sur le sujet, on voit que le cœur de réacteur, comme je dis, est fonctionnel dans la plupart des entités qui structurent la capacité de réponse du système, mais qu'on a un chantier majeur, c'est la poursuite de la structuration des organisations de gestion de crise chez les médico-sociaux, et c'est un sujet sur lequel l'agence s'opère à déployer des actions, notamment de formation, puisqu'on a lancé avec les CESU cette année une action de formation pour accompagner les personnels médico-sociaux dans leur rôle de référent SSE et leur fournir des clés aussi pour faire percoler la culture de crise au sein des structures de manière plus aboutie ou plus profonde que ça ne l'est aujourd'hui. Il y a un réel enjeu sur ces sujets. Sur le niveau d'élaboration des plans opérateurs, toujours pour le plan blanc cette fois, là, il s'agissait pour nous d'appréhender le niveau de rédaction des annexes. Alors, on est au début, finalement, du travail de déclinaison, puisque l'Orsan est sorti assez récemment maintenant. Mais il fallait qu'on puisse quand même commencer à mesurer les choses, puisqu'on demande la déclinaison des plans Orsan au sein des plans opérateurs. Donc on voit se dessiner un certain nombre de choses. Peut-être rappeler que seuls les établissements de première et de deuxième ligne ont été interrogés et qu'un focus a été fait sur les établissements de première ligne. Alors ce qu'on voit apparaître, c'est notamment l'historique de préparation des dernières années. Le fait que il y ait l'héritage des formations autour de la décontamination, de la constitution des corps de décontaminateurs qui laissent le NRC à un niveau assez important pour les premières et deuxièmes lignes. On voit aussi pour les annexes à ma vie que, sans trop de surprise, c'est un sujet depuis les attentats de Paris et le travail qui a été fourni autour du damage control et de la création d'annexes à ma vie spécifiques dès 2017-2018 par les grands établissements de la région. Donc c'est pas une surprise que de voir ces deux travaux un peu hérités du passé arriver à un niveau de constitution d'annexes assez important, respectivement 52% et 43% des annexes chez Amavi et NRC pour les établissements première et deuxième ligne Orsan. Pour l'urgence médico-psy, ce que ça cache finalement le chiffre des 19% tout confondu, c'est que les choses sont en cours de constitution, c'est ce qu'on voit dans l'enquête. Une large partie des établissements a commencé la rédaction. Il y a une date de prévue pour la finalisation de l'annexe, mais que le travail n'est pas encore terminé. Sur Epiclim, c'est un peu plus compliqué parce que, en fait, ce qu'on mesure ici, c'est notamment la reprise de l'ancien plan hôpital en tension et l'héritage du Covid à l'intérieur du PSG TH-SSE. TH, c'est bien tension hospitalière, donc avec maintenant deux niveaux, vous le savez, le niveau 1, plan mobilisation interne, et niveau 2, plan blanc.
le plan de mobilisation interne correspondant à l'ancien plan HET. Donc évidemment, il n'est pas question de laisser de côté tout le travail qui a été fourni depuis des années par les équipes hospitalières. Et il y a eu un retraitement de ce qui avait été conçu, organisé à l'avance, notamment dans l'ouverture de lits supplémentaires, d'ailes dédiées par les établissements lors des phases épidémiques, notamment hivernales. Et puis, globalement, c'est un sujet, alors je pense, là j'ouvre une micro-parenthèse qu'il nous faudra retravailler à l'aune de ce qu'on voit aujourd'hui comme fil conducteur sur le changement climatique, parce que, et là je fais ma propre critique, c'est qu'on n'a pas assez travaillé les aspects climatiques, à mon sens, parce que la demande ministérielle, c'est de rester concentré sur les tensions hospitalières, mais on voit bien, et on l'a vu avec Iran, et on va en reparler cet après-midi, qu'une batterie significative d'effets, notamment sur les réseaux, déstabilise en profondeur les structures si on ne fait rien. Parce qu'il y a une majoration de situations individuelles comme les patients au risque vitaux, les patients traités par l'hospitalisation à domicile ou les dialyses, qui vont venir gréver la capacité à faire du système de santé, notamment sur le champ hospitalier, si on ne fait rien, parce que la tempête peut avoir des retombées directes en matière de ressources énergétiques sur le bâtimentaire hospitalier, parce qu'on peut avoir des inondations de secteurs, etc. etc. Je pense qu'on aura tout intérêt collectivement à retravailler l'Orsan Epiclim dans les années qui arrivent. Je ferme la parenthèse. On peut aussi faire un petit parallèle avec la formation à FGSU et ses enjeux. Là, on voit qu'on est dans l'écriture des règles d'organisation et de gestion commune. C'est la manière dont on va jouer la totalité du concert ensemble dans un grand orchestre. Donc chacun doit connaître sa partition. Et pour que chacun connaisse sa partition, il faut qu'on arrive à écrire quelque chose qui tient la route en termes de rôle de chacun des acteurs. Et c'est pour ça que c'est important de partir d'un syllabus commun, le dispositif Orsan, pour ensuite l'adapter, bien évidemment, aux contraintes et aux réalités locales qui sont les vôtres. Mais ces règles du jeu, elles restent lettres mortes si on ne forme pas les gens. Et c'est la raison pour laquelle, derrière, Isabelle le rappelait ce matin, il y a un enjeu phénoménal à ce qu'on puisse accompagner la planification par une programmation dense, majeure, de la formation des agents au SSE, afin que chacun puisse jouer son rôle de la meilleure manière possible. Si on passe au plan bleu, et ces indicateurs de réponse, ce qu'on peut voir là, c'est un enjeu de structuration assez fort sur lequel l'ARS s'est déjà organisée avec 3 des 4 CESU bretons. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une formation spécifique qui est conduite à partir de cette année par les CESU pour essayer de proposer au secteur médico-social une formation ad hoc sur la gestion de crise, le plan bleu, la manière de travailler le sujet SSE dans le giron médico-social. Moi, ce que je vois ici aussi, c'est probablement un biais d'approche, parce que le sans réponse doit cacher pas mal de choses, notamment, parce qu'on voit apparaître le fait que 46% des établissements en personnes âgées ou 30% des établissements en personnes handicapées ont pu rédiger leur plan bleu. Moi, je pense que ce chiffre est beaucoup plus important que ça, sans avoir de boule de cristal. Depuis 2002 et la première canicule, l'eau a coulé sous les ponts. La culture de gestion de crise, elle est aussi importante et diffusée au niveau médico-social. Et je pense que dans les 100 réponses, il y a un certain nombre d'établissements qui ont déjà leurs outils, mais qui n'ont pas pu répondre, pas été en mesure de répondre. Et je rapprocherai ça aussi de l'état de vulnérabilité extrême dans lequel se trouve aujourd'hui le secteur. Sans entrer dans les détails,
je pense que le sujet n'est pas forcément au cœur de leurs préoccupations aujourd'hui, mais charge à nous, collectivement, l'ARS en premier lieu, mais aussi le réseau des référents SSE et des personnels qui travaillent justement à la diffusion de cette culture de gestion de crise, de porter ces messages pour accompagner la préparation générale. Ce qu'on peut dire autrement, peut-être, c'est que on peut quand même mesurer qu'il y a un enjeu pour le secteur PH à rattraper le niveau du secteur des personnes âgées et à se structurer peut-être un peu plus profondément qu'il ne l'est aujourd'hui autour de la planification et de la gestion des crises. Autre enjeu majeur, je le disais en introduction, la continuité d'activité. Ici, pour nous, il s'agissait d'appréhender le niveau de rédaction des plans de continuité d'activité. Seuls les établissements classés première ou deuxième ligne Orsan sur au moins un des plans ont été interrogés sur ce point, pour mesurer la fragilité, le degré d'exposition de l'essentiel de la capacité de réponse du système de santé au SSE. Quand vous voyez apparaître, alors on a resserré, parce que continuité d'activité, ça peut être large, on pourrait parler aussi de la partie ressources humaines. Mais on a fait le choix de resserrer un peu les choses sur des risques réseau, parce que on s'est rendu compte dans les dernières crises que c'était souvent ce qui nous amenait des problématiques SSE à gérer de manière aiguë et sur le vif. Par exemple, donc, rapidement, le risque de rupture d'électricité, le rupture des télécommunications ou celui de l'eau potable, on l'a vécu avec Kiaran. Le risque de rupture d'eau potable, il a également fait l'objet d'une table ronde sur l'incident qui avait affecté Brest en 2023, l'année dernière, lorsqu'on a fait la précédente journée régionale sur les SSE. Le risque de cyberattaque, on l'a vécu sur les 3 dernières années. Les 2 CHU bretons ont été touchés et le groupe HGO, pas plus tard qu'il y a 2 mois et demi, 3 mois, a subi une attaque d'envergure sur tout l'ouest de la France. Donc on voit bien un enjeu majeur de préparation et de sauvegarde de notre capacité à prodiguer du soin en contexte SSE. Et là, ce qu'on mesure, on le voit apparaître assez clairement sur les pourcentages qui s'affichent à l'écran, c'est qu'il y a encore un enjeu majeur. Je prendrai juste l'exemple de l'eau potable. Il y a des gisements de progrès à fournir dans la mesure où on s'était rendu compte pendant la sécheresse puis pendant l'incident qui a touché Brest Métropole que les établissements, une partie des établissements situés sur l'agglomération brestoise n'étaient pas en capacité de recevoir des citernes d'eau potable et de les brancher sur le réseau interne de l'établissement. Certains pouvaient le faire, d'autres non. Ça traduit simplement le fait que l'anticipation n'a pas été réalisée, il n'y a pas eu de travail de fournir. Alors, je jette la pierre à personne, je sais qu'il y a 1001 sujets à travailler de front, et c'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire, on a ici un enjeu il y a une vulnérabilité majeure, elle va être rendue plus critique parce que Anne-Rouet Le Gall présentait tout à l'heure avec l'augmentation de la fréquence de survenue des épisodes extrêmes, notamment la sécheresse et les canicules, mais pas que. Kiaran nous a prouvé avec les coups de vent majeurs que le risque de rupture d'approvisionnement en eau potable existe avec les tempêtes majeures. Et on en reparlera cet après-midi. Il y a un jeu de connexion entre l'électricité et l'eau, notamment. Donc il faut que le tissu hospitalier, le tissu médico-social, la ville se prépare à un certain nombre de conséquences là-dessus. Voilà, donc je ne vais pas plus loin dans les détails. Le docteur Goy aura la lourde tâche d'expliquer un petit peu tout l'intérêt qu'on a cet après-midi, justement, à travailler sur cette notion du plan de continuité d'activité qui est vraiment pas forcément à mettre de côté, à considérer comme un outil hors sol et uniquement théorique. Bien au contraire, le Covid nous l'a prouvé, les tempêtes nous le prouvent encore. C'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser de côté.
Et j'en viens donc au dernier point, la connaissance des risques majeurs par les établissements de santé. Alors, je vous le disais, ce qui nous manque aujourd'hui, et j'attire votre attention là-dessus, sera probablement le message principal que je souhaite passer ce matin, c'est qu'il nous manque la finesse, et on va le voir à l'intérieur des différentes diapos là, qui traitent du point 4, il nous manque la finesse de vision des choses. On n'est pas en capacité, par exemple, de dire, voilà, à tel endroit, c'est tel service ou tel bâtiment qui est touché, avec tel type de conséquences. Or, pour une large partie des établissements, c'est ce qui va nous intéresser. Je sais par expérience que le bâtiment d'Addicto de Morlaix a les pieds dans l'eau parce qu'en 2013-2014, il les a eus. Je sais que les pattes de Jugon-les-Lacs peut être touchées par des inondations et avoir ses accès coupés parce que, encore une fois, par empirisme, on y a été confronté. Mais l'expérience ne fait pas tout. On a une vision trop parcellaire. Et le travail qu'on a fourni avec l'Adréal ne nous permet pas d'avoir, comme je le disais en introduction, cette finesse de vision. Donc on a besoin d'aller un petit peu plus loin, et c'est la raison pour laquelle on avait travaillé ce sujet via l'enquête. Et je pense qu'il faudra, peut-être pas tout de suite, mais il faudra qu'on complète cette vision des choses, parce que pour l'instant, elle n'est pas arrivée de manière exhaustive à l'essentiel. On n'a pas encore toutes les données en notre possession. Il reste du chemin à parcourir. Ce qu'on peut noter ici, dans un premier temps, c'est que près de la moitié des établissements ont réalisé leur démarche d'analyse. Donc c'est ultra positif, puisque 54% des établissements déclarent connaître les risques et les sites, et 11% déclarent les connaître sans les citer. Donc on voit bien que la prise de conscience, elle existe. Pour encore cheminer un petit peu, mais dans une large partie du secteur hospitalier, il y a quand même des travaux qui ont été menés, une réflexion probablement aussi sur le bâtimentaire. J'y reviendrai dans une ou deux diapos. Sur les établissements classés posture minimale, c'est tout aussi positif, puisque la moitié d'entre eux déclarent connaître les risques. Et donc, ça veut dire qu'on a aussi, de ce côté-là, une capacité à se prémunir d'un danger potentiel situé sur le secteur, que ce soit l'usine Céveso du coin ou la rivière qui déborde en bas du bâtimentaire. Ici, toujours sur le niveau d'anticipation de l'impact des risques sur le fonctionnement des services, c'est un petit peu le sel de ce qu'on recherche. C'est-à-dire d'être en capacité de mesurer par anticipation que sur l'établissement X ou Y, c'est les blocs opératoires, c'est l'imagerie, c'est la CHIR, c'est la PUI, c'est la direction de l'EHPAD, c'est les services administratifs qui vont être concernés. Parce que derrière, même si on n'a pas le détail que vous pouvez maîtriser en interne, on devine les conséquences à court terme pour le fonctionnement de vos structures. Alors c'est pas en Bretagne, mais j'ai le souvenir je crois que c'est l'établissement de Dunkerque, il me semble, qui avait retravaillé justement sur son risque de submersion marine. Alors, je dis Dunkerque avec des guillemets parce que j'en suis pas tout à fait sûr. Je sais que c'est un établissement normand, mais j'ai oublié si c'est Cherbourg, Dunkerque. Bref, l'un d'entre eux avait travaillé sur le risque de submersion marine et avec une marée, un fort coefficient de marée plus une tempête associée, l'imagerie qui est située en sous-sol est noyée. Or, ça a des conséquences assez lourdes, vous imaginez bien, sur à la fois l'établissement, son fonctionnement quotidien, mais surtout le territoire de santé aux alentours, avec une résonance forte pour des partenaires, des acteurs qui peuvent avoir besoin d'envoyer des patients dans ces services. Donc, ça, on a besoin de le savoir. On a besoin de le savoir parce que ça nous permet d'anticiper avec vous la conduite à tenir, le cheminement qu'on va devoir tracer ensemble lorsque le sujet se présente à nous. Pour reprendre encore une fois la maxime de Sénèque, c'est pas quand le danger est présent qu'il va falloir avoir ce genre de réflexion. C'est évidemment à froid, en temps de paix, qu'il faut pouvoir dialoguer, construire cette connaissance commune pour lister ces points noirs sur le territoire. Éventuellement, on les travaille de manière structurelle. Il y a peut-être des ajustements. Quand il y a un bloc opératoire de concerné, peut-être qu'on peut travailler
au déplacement progressif voilà, de l'activité dans un endroit qui est moins affecté par le danger. Mais bon, bref, tout ça nous permet d'identifier justement la manière dont les conséquences qu'on va devoir gérer lors d'une catastrophe, si jamais elle se produit. Et le changement climatique nous laisse supposer, évidemment, que la probabilité de survenue de ce qu'on regarde là s'accroît avec le temps. Ce qu'on peut dire aussi ici, c'est que 24% des établissements donc de première ligne déclarent avoir une procédure d'évacuation et de confinement de ces services, et que 44% des mêmes établissements déclarent avoir rédigé une procédure générale d'évacuation, donc pas d'évacuation horizontale d'une aile à l'autre du bâtiment, mais une évacuation complète. Ça peut faire sourire parfois. Je rappellerai quand même qu'on n'est pas passé loin de la catastrophe lors des épisodes de sécheresse et d'incendie en Nouvelle-Aquitaine en 2022-2023. Quand il a fallu réfléchir à l'évacuation de l'hôpital dont le nom m'échappe, mais qui était menacé par les flammes et les fumées. Donc c'est une réalité qui existe et qui peut tous nous menacer. Là, je pense aussi à ce que disait Madame Ruelegel tout à l'heure sur l'augmentation progressive du niveau de la mer de 2 mètres. C'est pas si, c'est quand, la question. Pensez à la Fondation Peraridi, pensez à Carpap, pensez à tous les établissements et à la population bretonne qui se concentre en partie sur le littoral. On voit bien qu'on a des enjeux, on voit bien qu'on a besoin de réfléchir et d'accompagner progressivement justement cette préparation, cette adaptation nécessaire face au changement climatique. Pour les établissements classés posture minimale, c'est pareil, quelques bonnes surprises quand même sur le niveau de prise de conscience, sur la granularité assez fine qu'on attend, justement. Les types d'activités citées, on les retrouve aussi, les EHPAD, les cuisines, les PUI, l'hôpital de jour, en gériatrie, enfin voilà, des exemples de types d'activités citées qui nous laissent à penser que justement cette connaissance du terrain, elle existe, au moins pour certains des établissements cités. On n'est pas arrivé au bout du sujet, hein, vous voyez les pourcentages apparaître, donc là on a un enjeu, un gisement aussi de progrès. Je pense que ça doit faire l'objet d'une démarche d'animation, de sensibilisation de la part de l'ARS et des ESRR. Et on y viendra. De toute façon, il y aura un webinaire consacré à l'analyse des risques majeurs lors de l'année 2025. Mais je vous invite, pour ceux qui sont présents dans la salle et qui représentent ce secteur, à faire le travail d'analyse, si ce n'est pas déjà conduit, pour essayer de faire l'état des lieux des activités susceptibles d'être impactées par un ou plusieurs risques majeurs lorsqu'ils sont situés à proximité de vos établissements. Pour les établissements médico-sociaux, donc là c'est plus diffus, c'est plus compliqué puisque je vous disais on a ciblé 400 établissements sur les 2000 structures existantes. Il aurait fallu pour être peut-être un peu plus exhaustif, qu'on cible l'ensemble des 750-800 établissements avec locaux à sommeil, hébergeant des populations vulnérables. Les EHPAD, foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisées, tout ce qu'on regroupe maintenant sous le terme IAM, éventuellement les ITEP, les impros, de manière à avoir, ou les IME plutôt, de manière à avoir un panel d'établissements avec des populations vulnérables captives, puisque évidemment le risque est majoré quand la population ne peut pas sortir du bâtiment. Pour l'instant, on a 400 établissements avec un taux de réponse assez significatif. Je vous disais, 289 d'entre eux ont pu nous retourner une réponse. Et on voit que 12% des établissements médico-sociaux ont identifié les services impactés par les risques majeurs. Par contre, ils sont moins nombreux à être en capacité de les citer. 15% des établissements médico-sociaux, soit 5% des EMS, PA, PH, déclarent avoir été confrontés à un risque majeur. Donc, il y a peut-être un degré moindre de préparation, de prise de conscience du secteur globalement, et a fortiori du PH versus PA.
Mais pour autant, la démarche, elle est initiée, elle existe. Donc il faut qu'on l'appuie, il faut qu'on y travaille. Et c'est pareil, c'est l'occasion pour moi de redire que le webinaire qu'on programmera cette année, c'est aussi la possibilité pour le secteur médico-social de venir chercher des réponses aux questions qui peuvent se poser sur ces sujets. En conclusion, et je m'arrêterai là, un bon niveau général d'anticipation qu'on peut noter sur l'organisation de crise par les différentes catégories d'établissements, une hétérogénéité des niveaux de rédaction des annexes du PGTH SSE, ça y est, je l'ai dit, par les établissements de santé et des plans bleus par les EMS, hétérogénéité qu'il faut remettre en perspective par rapport au caractère récent de sortie du dispositif Orsan. Il faut laisser le temps, évidemment, aux équipes, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, de décliner les choses, de réfléchir à la déclinaison locale, à l'adaptation des organisations et du bâtimentaire existant pour tenir compte des principes posés dans la doctrine. Un niveau moindre de préparation du médico-social par rapport aux établissements de santé. Mais bon, c'est pareil, ça s'explique aussi par l'historique d'acculturation à la gestion de crise, notamment du public des urgentistes ou des médecins qui participent aux opérations extérieures de l'armée. On a toujours eu un petit temps d'avance côté hospitalier par rapport au reste des secteurs du système de santé, mais c'est pas un problème en soi dans la mesure où le travail est en cours. Et je vous rappellerai juste cette donnée, c'est que on a mis plus de 10 ans depuis les lettres à l'anthrax à Washington dans les années 2000 à installer et à rendre exhaustifs les plans blancs dans les établissements de santé. Et donc c'est des cheminements assez longs, il faut prendre son bâton de pèlerin et puis répéter les mantras. Mais l'idée, c'est que progressivement, la culture de gestion de crise, elle s'homogénéise et on arrive à avoir un syllabus commun, un socle commun. Tout le monde n'a pas le même rôle à jouer, tout le monde n'a pas le même degré d'expertise, mais au moins, on a une base commune sur laquelle travailler et c'est en cours de constitution. Niveau de préparation moindre aussi, côté PH par rapport aux établissements médico-sociaux personnes âgées. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on accompagne progressivement dans les années qui arrivent et c'est un enjeu pour l'agence et pour les ESRR, à côté des établissements concernés. Enfin, donc, enjeu d'accompagnement des établissements dans l'élaboration de leur PCA et dans la prise en compte des différents risques pesant sur les établissements. Je ne reviens pas sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Laurent aura l'occasion de rappeler ces messages aussi cet après-midi. Mais je rappelle l'enjeu majeur pour les établissements de santé comme pour les autres acteurs du système de santé que de travailler justement sur, chacun en ce qui les concerne, la rupture ou l'interruption d'un de ces réseaux. Ça pose tout un tas de problèmes qui diffèrent d'une structure à l'autre, bien évidemment. Et enfin, donc, un enjeu d'accompagnement des établissements dans l'élaboration de leur analyse de risque pesant sur l'établissement. Donc, je rappelle une dernière fois, donc on fera un webinaire cette année pour répondre aux questions, essayer de rentrer plus avant dans la manière dont on pose cette méthodologie de travail, comment on fait le constat, est-ce qu'il faut traiter d'une certaine manière les risques diffus, est-ce qu'on peut approcher tous les risques de la même façon. On vous donnera aussi des clés méthodologiques pour ceux qui ont besoin de faire ce travail, de manière à vous faciliter la tâche, vous faire gagner du temps et faire progresser comme ça le cheminement commun. Merci à tous. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais en tout cas, je suis à votre disposition pour y répondre. Je vois plusieurs mains qui se lèvent. Merci Guillaume. On est vraiment intéressé par cette restitution. C'est pas complètement satisfaisant, mais il n'y a pas 100% en fait de répondre à tout ça. Enfin, s'agissant des établissements de première et deuxième ligne, c'est quand même pas mal. C'est le plan continuité d'activité qui a priori sollicitera plus. Oui. Parce qu'on est plus dans le détail, le risque électrique, le risque d'eau, etc. Tout ça, moi, ça me concerne et ça me mobilise. Enfin, en tout cas, ça me sollicitera, ça c'est évident. Deux questions.
quid quand la crise est permanente? Ce que je veux dire, c'est que nous, on ne se dit pas bonne année dans nos établissements, on dit bonne apnée. Et ça depuis 2020, parce que les crises Covid, la crise des lits, du capacitaire, en fait, c'est tout le temps. Donc, qui peut supporter un niveau de tension permanent, d'une part, en termes de soutenabilité psychologique, et d'autre part, quelle réalité, je dirais, tactique on peut en attendre quand on est... Enfin, dire à nos salariés, c'est plan blanc, et bah ouais, en fait, comme tout le temps, tu vois? Oui, je vois bien. Et donc, c'est la réalité, je dirais, opérationnelle du déclenchement du plan blanc. Je pense que désormais, le seul niveau entendable, c'est le plan blanc territorial. Là, ça marque. Sinon, nos salariés, en réalité, ils font face, on les renforce quand on peut, quand c'est plein, tu vois. Et en réalité, c'est ça qui m'inquiète. La soutenabilité, ou le caractère sérieux de ma décision de déclenchement du plan de mobilisation interne. Donc en réalité, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on remédie aux causes du mal. Tu vois là, pardon, mais on déprogramme cet après-midi, nous, à Cesson, parce qu'on n'a plus de place, quoi. Parce que les urgences débordent. Elles débordent en réalité pas tellement du point de vue numérique, mais d'un point de vue de nature d'activité. En réalité, je fais moins de passages aux urgences à Cesson, mais ça dure plus longtemps. Et j'en suis pas très, très fier, en fait. Le temps de présence aux urgences est passé de 3 heures à 6 heures à Cesson. Autant le dire. Pardon d'être un petit peu... Mais c'est là, voilà, je parle avec sincérité, et je pense qu'on partage pas mal tout ce qu'on en est, quoi. Alors, je vais répondre avec sincérité, parce que c'est pas forcément, évidemment, une question évidente. C'est le plafond de verre qu'on a tous. Et je l'ai dit à mots couverts avec un peu de diplomatie concernant le secteur médico-social, mais la situation, on la connaît, elle est extrêmement vulnérable, elle est critique, et on a beaucoup de mal quelque part à avancer nos messages, même si on continuera de les porter, dans un secteur qui est extrêmement fragilisé, qui a du mal à recruter, qui a du mal à payer ses personnels. Partant de ce paradigme-là, c'est difficile de faire entendre à des représentants de structures que il va falloir travailler sur la mise en place d'un groupe électrogène, que les catastrophes peuvent les impacter. Bien sûr qu'on arrive après des préoccupations beaucoup plus immédiates. Ça, c'est une première chose. Sur l'hôpital, c'est malheureusement finalement la même chose, avec un effet de masse un peu plus important qui lui permet d'absorber de manière plus confortable, je vais utiliser le mot, même si c'est pas comme ça que le perçoivent les équipes, les phénomènes de fragilisation des organisations hospitalières. Pour autant, on voit bien qu'on arrive à la fin d'un système progressivement depuis le Covid, et ça dépasse le cadre de ce qu'on est en train de présenter là. Je pourrais pas aller trop loin parce que j'ai pas à sortir de ma posture de technicien, et j'ai un devoir de réserve. Mais pour pouvoir avancer de manière significative et constructive sur les enjeux qu'on pose depuis le début de la matinée, il faut aussi que le système de santé fasse sa mue. Or, ça nous dépasse tous, en tout cas ça nous dépasse au sens politique, et c'est quelque chose qui appartient à la nation dans son ensemble. Pour la question du plan blanc, le plan blanc territorial, c'est une notion qui n'existe pas sur le plan réglementaire, malheureusement. Par contre, il y a des outils qu'il va falloir qu'on travaille, et nos collègues de l'offre de soins, je sais, essayent d'avancer sur ces sujets pour essayer de optimiser les synergies et la coordination qu'on essaye de mettre en place depuis maintenant près de 10 ans, puisque on avait commencé sous Stéphane Muliez l'été pour essayer d'accompagner justement les plages vacantes et les trous dans les plannings sur l'été 2016 ou 2017.
Bon voilà, les dispositifs de tension solidaire, ils existent maintenant depuis une dizaine d'années, mais on voit bien que le système s'érodant ou s'essoufflant progressivement. Il y a besoin d'inventivité et de trouver des nouvelles modalités pour aller plus loin. Alors peut-être qu'à l'avenir, un plan blanc territorial posé de manière réglementaire et institutionnelle pourrait constituer effectivement un levier supplémentaire pour travailler les points de blocage qui sont les nôtres. Pour faire suite à ce qu'a dit monsieur concernant la ville, puisque je suis libérale, je pense qu'au niveau personnel, enfin, on y arriverait encore. On l'a tous démontré quand il y a eu le Covid. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'on ne mette pas en action aussi un principe au niveau national de la population, parce qu'on se rend compte effectivement qu'en ce moment, là, avec la grippe, les gens vont vers les urgences et qu'on aurait besoin que les communes, les acteurs extérieurs puissent, les radios, puissent effectivement avoir une action de prévention et d'éducation aussi à la population. Parce que nous, tout ce qu'on en est, si on est débordé par la population, on n'y arrivera pas. C'est vrai, on touche un point assez fondamental en gestion de crise française et même mondiale, c'est la capacité à responsabiliser l'individu. Au-delà de l'éducation thérapeutique du patient, au-delà des messages de santé publique qu'on peut poser, qui existent sur d'autres sujets. Les antibiotiques, c'est pas automatique, etc. Bon, le fait de faire le 15 ou d'aller directement aux urgences, aujourd'hui, c'est institué dans la psyché collective française comme le fait d'avoir un lit à l'hôpital, c'est une bonne chose pour être soigné. Bon, encore une fois, il ne m'appartient pas de critiquer la manière dont les choses s'opèrent aujourd'hui, mais je vois aussi l'enjeu qu'il y a effectivement à responsabiliser les individus, au moins sur la partie gestion de crise, et à faire en sorte, comme ça existe dans d'autres pays, je pense notamment à nos amis québécois ou japonais, que chacun puisse être acteur de sa propre gestion de crise. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça nous emmènerait trop loin, mais il y a d'autres pays qui ont davantage de campagnes de communication proactives pour faire en sorte d'expliquer aux individus composant la société que l'État ne peut pas tout, les pouvoirs publics ne peuvent pas tout, et que chacun a son rôle à jouer. Et c'est à travers ces messages de communication grand public, ces messages de santé publique pour nous, qu'on pourra faire passer un certain nombre de messages de désengorgement de l'hôpital ou de la ville, en essayant de rappeler quelles sont les bonnes pratiques en la matière. Bonjour, Mounir Belafiane, directeur adjoint de l'hôpital de Douarnenez, en charge de l'EHPAD Les Collines Bleues. On a eu notre évaluation de la qualité au mois de mai dernier avec un organisme extérieur, avec le référentiel HAS. On a été questionné sur le plan bleu gestion des risques, donc il n'y avait pas de difficulté parce qu'on a un plan bleu mis à jour, on a un PCA, gestion de la chaleur, grand froid. Par contre, ils nous ont demandé si on vous envoyait le plan bleu et ils nous ont demandé du coup un élément de preuve. Est-ce qu'il faut vous l'envoyer, le plan bleu, à chaque mise à jour ? Alors, c'est une très bonne question et je vous remercie de nous la poser aujourd'hui. Nous, on est preneurs. On est preneurs des plans blancs et on est preneurs des plans bleus. Je vous mentirais si je vous disais que je les lis tous. C'est pas possible. Par contre, quand on a un problème, on va les chercher. Dès qu'on sait qu'une structure est concernée, on a une arborescence réseau, une bibliothèque avec une gestion électronique documentaire où on vient chercher le plan de secours de la structure et on regarde, à côté de la manière dont on va commencer à converser, comment vous êtes organisé, ce qui se passe, comment vous êtes bâtimentairement conçu. Enfin voilà, on vient se nourrir un petit peu de ce qui est votre quotidien. Et ça facilite aussi derrière les échanges et la compréhension de site. Donc oui, vous pouvez nous l'envoyer. Par contre, on n'a jamais mis en place d'accusé réception spécifique. On essaye de le faire. Mais si jamais vous avez besoin d'un élément de preuve, n'hésitez pas à nous le demander. C'est pas un problème. Okay. Merci. Parce que j'ai souvenir quand j'avais pris mon poste en 2018, je crois que les premières années, je vous l'envoyais. Et du coup, j'ai essayé de rechercher dans la messagerie, j'ai pas trouvé.
Je le ferai l'année prochaine. Pas de souci. Merci. Bonjour, merci pour toutes les présentations de ce matin. C'était vraiment instructif, ça fait peur. Et ça nous incite à ne pas avoir peur, mais nous préparer, comme vous disiez tous, à tous ces événements qui nous attendent. Donc, on vient de dire que le système de santé, vous le dites vous-même aussi, est déjà bien tendu. Préparer tout ce que vous nous dites qu'il faut faire, j'en suis conscient parfaitement qu'il faut faire tout ça. Ça prend du temps. Dans un système qui est assez tendu, ça nécessite des acteurs qui devront faire ce travail, bien entendu. Donc, je crois que ça va être difficile, mais il faut le faire. Est-ce que vous avez, même si vous êtes en train de serrer les problèmes qui peuvent arriver suite à différentes choses, vous ne connaissez pas tous les établissements, ni tous les points faibles de tous les établissements. C'est ça qui est important en quelque sorte aussi. Est-ce que vous avez une idée de budget que ça représente, la préparation à ces événements ou ces catastrophes, mise en place de prévention de tout ça? Est-ce que c'est budgétisé à l'échelle, je dirais, on ne peut pas le faire en un an, il faut budgétiser sur 10 ans, l'État dit il y a 500 milliards pour faire tout ça. J'en sais rien. Alors, on ne peut pas budgétiser. On demande une telle finesse d'analyse site par site qu'on ne peut pas réaliser le travail que ça peut demander. Donc, c'est à chaque structure d'essayer de voir dans quelle mesure, déjà, il y a des risques qui l'environnent, et ensuite, quel est le travail à fournir derrière. Et je le disais tout à l'heure, c'est un travail de longue haleine. Les plans blancs ont mis plus de 10 ans à s'installer en France. Ce type d'analyse autour de la résilience des organisations, il faut que ça soit progressif, il faut que ça infuse aussi. Donc, je pense qu'il faut l'inscrire dans le quotidien de la structure sans pour autant, penser pouvoir résoudre le sujet en 2 mois. Pour moi, ce serait illusoire que de penser faire une analyse et s'arrêter là. C'est plutôt quelque chose qui s'installe sur le long terme, en termes de partenariat aussi avec la mairie, la préfecture, voire des bureaux d'études si le sujet est prégnant parce que il y a un risque majeur avéré pour le bâtiment parce que la rivière passe à côté, quoi. Donc c'est plutôt une manière de conduire le projet. Et là, malheureusement, la situation étant tellement différente d'une structure à l'autre que je ne peux pas vous répondre sur la façon de prévoir les coûts associés à la réflexion. Oui, moi ce qui me frappe pas mal, c'est que pendant le Covid, on a eu plein de messages de santé publique, notamment Santé publique France, et notamment des barnums qui étaient installés pour vacciner, comme tu sais. Alors peut-être qu'on est tous surpris par l'intensité de la grippe A, B, des virus actuels, mais je pense qu'en France, on sait faire quand la crise est là et on est mobilisé, on met tous les moyens, toutes les ressources et on fait face avec brio. Mais après, on oublie. Du coup, vraiment, moi, c'est ça qui me surprend beaucoup. C'est qu'une actualité en chasse une autre, quoi. Et de fait, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et si on avait vacciné massivement les personnes âgées, peut-être qu'on serait moins submergés. Voilà. Alors, les professionnels, moi j'étais en CSE hier, j'ai fait le test. J'étais en CSE, en comité social et économique, avec mes élus. J'ai fait le test, j'étais quasiment le seul à être vacciné. Oui. Mais bon, il y a des... Il faut combattre les idées reçues, là, sur les soignants. Ils ont du mal, ouais. Alors, c'est vrai que la journée est quand même centrée sur les SSE. Alors, on l'a dit nous-mêmes, hein, c'est vrai qu'il y a des difficultés dans le fonctionnement dans le fonctionnement des établissements et du système de santé, qui se retrouvent finalement effectivement à plat avec l'épidémie de grippe annuelle. Je ne voudrais pas qu'on perde de vue quand même le sujet des SSE, mais c'est vrai qu'en matière de prévention des épidémies de grippe, les outils sont assez simples, hein. Il y a la vaccination des
en population générale et notamment des populations à risque, mais aussi la vaccination des professionnels. Alors certes, le débat revient sur vaccination obligatoire et peut-être qu'effectivement les choses vont bouger en la matière, mais les chiffres depuis le Covid, c'est quand même assez catastrophique. Voilà, dans les établissements de santé, dans les établissements médico-sociaux, mais c'est quand même une mesure simple de prévention qui aura un effet immédiat sur le fonctionnement des établissements, sur la saturation du dispositif. Et puis on sait que tous les ans, la grippe, ça tue 10 000 personnes. Sur une épidémie moyenne, il y a 10 000 morts tous les ans avec la grippe. Là, si on est sur une année forte, peut-être qu'on va être à 15 000 cette annane. On a cet outil vaccination. Je voulais le remettre dans le paysage. Et puis peut-être qu'il faut qu'on se recentre quand même sur les sujets SSE, même si dans Orsan, il y a bien l'épiclim qui est pris en compte, mais je peux peut-être recentrer aussi la discussion sur le thème.